mieux que tu Bon te écoute, présentes c'est toi-même. oui, Qu'est-ce que tu je me vas dire? présente, je fais mon intro, j'y vais, enfin on attaque quoi, c'est parti quoi. C'est ça, c'est ça. Et ben super, et ben donc bonsoir, moi c'est donc Lunar. Je suis ravi de répondre à l'invitation de Game Impact. C'est mon premier stream comme ça, alors on va essayer que ça se passe bien. Et donc le départ de cette soirée, c'est que, l'année dernière, j'ai eu la chance d'être invité pour, parler aux Utopiales. Alors c'est une conférence de science-fiction qui a lieu, chaque année à Nantes, depuis, l'an 2000. Ça aurait dû être la 20e année, mais bon voilà, cette année c'est toujours bizarre. Hem Et donc si on m'avait invité aux Utopiales, pour, remonter le truc, c'est que entre autres parce que pendant 3 ans, j'ai tourné avec, une conférence gesticulée qui s'appelait, Informatique ou liberté, et alors, elle commençait comme ça: «Alors Lunar, ce n'est pas mon prénom, c'est le nom que j'ai choisi quand j'avais 10 ans, à l'époque, pour aller sur un service Minitel». Bon, donc comme son nom l'indique, cette conférence gesticulée, elle parlait d'informatique et de, liberté. Alors, pourquoi on dit gesticuler? Ben, c'est une conférence, mais on emprunte aussi au code du théâtre, pour l'écriture, la mise en scène. La conférence gesticulée, en fait, c'est surtout un outil qui vient de l'éducation populaire, politique, et donc ça s'écrit en tressant des savoirs, froids, ceux qu'on trouve dans les livres ou à l'université, avec, des savoirs, chauds, issus de l'expérience de vie. Une conférence gesticulée, c'est en général écrit avec, minutie. Et donc la dernière version, elle faisait, que j'avais, elle faisait 2 heures. Et comme pour les Utopiales, on m'avait donné un créneau, de seulement 1 heure, il a fallu que, voilà, je trouve autre chose à raconter, et puis, du coup, je suis revenu sur une forme, plus classique. Donc un peu comme ce soir, où je parle et il y a des transparents, quoi. Néanmoins, quitte à faire autre chose, je me suis dit qu'on pourrait intervenir à 2. Alors j'avais invité la journaliste, Célia Izoard, et malheureusement elle n'avait pas pu venir, aux Utopiales, alors j'ai fini par faire ça tout seul. Mais on a quand même préparé un peu ensemble et on a réfléchi autour du sentiment qu'on avait, elle et moi, mais pas que nous d'ailleurs, d'avoir de plus en plus l'impression de vivre dans un film de, science-fiction. Alors depuis, elle a aussi poursuivi la réflexion de son côté. Son dernier livre, qui s'appelle, «Merci de changer de métier», et qui est tout juste paru en octobre. Elle s'adresse entre autres, dans ce livre-là, aux ingénieurs qui, participent justement à faire ressembler la réalité à, de la science-fiction. Et donc dans la conférence gesticulée, moi je parlais de mon parcours quoi, d'avoir, touché mon premier clavier, à l'âge de 3 ans, de programmer depuis que j'en ai 7, de faire mes premiers pas sur internet à 13 ans, et puis aussi tout le travail de sysadmin qui a été mon gagne-pain pendant, pas mal de temps. En fait, cette conférence, c'est aussi de partir du constat que plus je grandissais et plus la place de l'informatique, dans nos quotidiens aussi. Et pourtant, alors que c'est quelque part censé être, mon métier, j'ai le sentiment d'avoir de moins en moins, la maîtrise des ordinateurs qui se sont incrustés dans tous les aspects de nos vies, quoi. Alors bon, la conf, elle parlait aussi, des conséquences sociales de ces ordinateurs, des enjeux politiques et de mon parcours, de comment moi j'ai tenté de m'engager, en organisant des formations, en montant des serveurs autonomes, en participant à des logiciels libres et à d'autres, collectifs. Hem Et l'envie pour ce soir, c'est quand même moins de parler d'informatique, que de réfléchir à comment on en est arrivé à cette omniprésence des technologies numériques. Et la conférence, pour les Utopiales, et ben, je l'ai justement prise comme une occasion de discuter du rôle qu'a pu jouer la science-fiction pour nous faire accepter, ce nouvel état de fait. Alors Game Impact m'avait invité à refaire cette conférence, des Utopiales, mais en préparant mon intervention, j'ai encore resserré le texte que j'avais et je l'ai resserré donc autour de la science-fiction. Pour celles et ceux qui seraient, curieuses, plus de la conférence gesticulée, il y a une captation de 2017 qui est en ligne, et j'espère pouvoir en mettre une autre, en ligne assez rapidement, qui date de juin 2019, qui est un peu plus récente. Bon voilà. Revenons donc à cette impression qu'on avait avec Célia Izoard de vivre dans un film de science-fiction. Alors, c'est sûr que quand on voit des trucs comme ça,
Alors voilà, ça c'était l'année dernière. Je sais pas ce que ça vous fait de qu'est-ce que vous ressentez là en regardant ça? Moi ça ah! Bon, alors Célia Izoard, en plus d'être journaliste, elle est aussi, traductrice. L'année dernière, elle a terminé une nouvelle traduction de 1984 de George Orwell, une nouvelle traduction afin de réparer les erreurs de la traduction originale, comme notamment la proportion de, prolétaires dans le monde, qui est donc de 85 et pas de 15 comme imprimé dans la première traduction. Alors comme Game Impact est une association de gauche, on comprend bien que 85 de prolétaires et 15 de prolétaires, c'est pas le même monde. Hem Et l'idée, c'était aussi voilà, de corriger quelques contresens et des phrases oubliées. Et alors, comme les législations sur le domaine public, elles sont différentes selon les pays, le livre, il est déjà disponible au Québec, publié par les éditions de la Rue d'Orion, mais il ne sera disponible en France que donc en janvier aux éditions Agone. Alors, ce qui est marrant, c'est que par anticipation, Gallimard avait aussi commandé une nouvelle traduction à José Camoun, qui, elle est sortie en 2018. Et bon, ça a été une surprise pour Célia et Agone parce qu'en fait, voilà, elle avait démarré vachement plus tôt, mais c'est les blagues de l'édition. Bref. En attendant de pouvoir donc lire ou relire 1984, dans mes cercles militants, on avait cette formule qui revenait régulièrement et qui était 1984 n'était pas censé être un mode d'emploi. Alors 1984 n'était pas censé être un mode d'emploi, ok. Sauf que bah, ça y ressemble de plus en plus. Je lis. Dans le dos de Winston, le télécran continuait son mitraillage de commentaires sur la fonte et la production record du 9e plan triennal. Le télécran servait simultanément de récepteur et d'émetteur. Il enregistrait dès qu'on émettait un son plus élevé qu'un murmure très bas. Et tant qu'on se trouvait dans le champ de vision de la plaque de métal, on pouvait être à la fois écouté et regardé. Bien sûr, il n'y avait aucun moyen de savoir si on était observé à tel ou tel moment. Bon, OK, c'était pas censé être un mode d'emploi, mais hein, parce que voilà, on a quasiment toutes, tous dans nos poches un ordinateur qui se comporte exactement pareil, qui peut nous enregistrer avec le micro, la caméra, mais aussi, voilà, connaître, nos mouvements, en utilisant le gyromètre, l'accéléromètre et d'autres capteurs et un peu comme le télécran, enfin, quelque part, le seul moyen d'être sûr qu'il ne le fasse pas, si on voulait vraiment couper nos téléphones mobiles, et ben, c'est d'enlever la batterie, c'est d'enlever la source d'énergie. S'il n'y a pas d'électricité, l'ordinateur, il ne peut pas faire de calcul. Sauf que, ben, Apple, depuis un bail et d'autres constructeurs hein, ont décidé de nous empêcher d'accéder facilement à la batterie et donc d'être sûr que le téléphone soit bien coupé. Pourtant, en 1984, dans une grandiloquente publicité télévisée, Apple nous avait promis que 1984 ne serait pas 1984. Alors pourquoi on a enfin, je sais pas pourquoi en fait ça émeut si peu de gens, en tout cas moi j'ai l'impression que ça émeut si peu de gens, ce sentiment qu'on a de vivre, au milieu des pires dystopies, quoi. Bon, en même temps, quelque part, on y est déjà. Je veux dire, le premier Blade Runner, c'était l'année dernière. Alors, en fait, s'il y a un truc qui me tracasse avec le t-shirt de tout à l'heure, c'est que, de loin, ce qu'on voit le plus avec ce t-shirt, c'est 1984 et mode d'emploi. C'est ça qu'on a des chances de retenir. Le reste, finalement, bah, peut-être c'est pas si important. En tout cas, est-ce que de la même manière, la science-fiction, elle aura surtout pas eu comme rôle de nous habituer au plus visible, tout en nous faisant donc perdre, de vue le contexte? Et à quel moment le processus d'habituation, il n'est pas à divers endroits, délibérément exploité, nous présenter un futur, inéluctable et nous le faire accepter, comme indiscutable? Alors, j'aurais sûrement pu disséquer Black Mirror, mais je me suis dit que ce serait plus intéressant de faire un détour de, quelques années en arrière, pour s'intéresser à l'adaptation cinématographique d'une nouvelle de Philippe K. Dick et en l'occurrence, Minority Report. Alors le film, il est sorti en 2002, réalisé par, Steven Spielberg avec, le triste, promoteur de la scientologie Tom Cruise, dans le rôle principal de John Anderton
Et donc l'action du film, elle est censée se passer, en 2054, dans un monde où les technologies numériques sont, omniprésentes. Et vu que je m'intéresse aux enjeux de ces technologies, bah, ça paraît malin de regarder ce qu'était l'imaginaire d'un tel film, et donc qui est sorti 5 ans avant le tout premier iPhone quand même. Et alors 18 ans donc après, sa sortie, ça donne l'impression que c'était plutôt un plan de développement, que de la fiction. Donc on y voit, de la visioconférence, des interfaces tactiles, une montre, connectée, un appartement piloté par reconnaissance, vocale, des voitures autonomes, du contrôle biométrique, dans les espaces publics, des journaux qui se mettent à jour tout seuls, des photos truquées façon deepfake, des drones pour inspecter un immeuble, de la publicité ciblée et individualisée par reconnaissance biométrique. Et bon, il faut aussi en parler, c'est le sujet explicite du film, une police qui arrête des personnes parce qu'on a prédit qu'elles allaient, commettre un crime. Bon, alors j'ai commencé à faire cet inventaire par moi-même et puis après je me suis rendu compte qu'en fait, ça avait déjà été fait par, sur Wikipédia, ce monde est merveilleux. Hem Et donc pour prendre un premier exemple, l'appartement d'Anderton, il se contrôle, au moins en partie à la voix. Et ça, en fait, c'est ce qu'on nous vend ces jours-ci sous le nom, d'enceinte connectée. Et alors moi, j'ai l'impression que depuis mon enfance, la science-fiction, me raconte une telle technologie fera partie du futur. Minority Report, pardon, c'est qu'un des nombreux films où ça existe, c'est l'histoire de commandes vocales. Et un de mes premiers souvenirs, c'est, Retour vers le futur 2, qui est sorti en 1989. Et dedans, on voit, Jennifer allumer, chez elle en disant: «Lumière». Bon, sauf qu'à aucun moment, en voyant ces dispositifs dans des films, je n'avais fait le lien. Pour pouvoir commander un ordinateur à la voix, et ben, il faut qu'un micro enregistre les commandes. Et pour que ça fonctionne sans effort supplémentaire, ça veut dire que c'est nécessaire que le micro, il soit allumé en permanence. Et l'idée d'un micro allumé en permanence, ça nous ramène plutôt du côté de 1984 et du télécran, non? Dans la nouvelle traduction de Gallimard, José Camoun, elle a fait, des choix assez marqués pour, la différencier de la traduction, précédente, comme, de basculer le récit du passé vers le présent. Mais un des choix qui a été les plus controversés, c'est, la décision de traduire newspeak par néo-parler, plutôt que de garder, novlangue, comme dans la première traduction. Sauf que depuis 1950, le terme novlangue, il a fini par passer dans le langage, courant, pour désigner une forme bien spécifique de langue de bois. Alors ça crée sûrement un regard neuf, mais, effacer le terme de cette nouvelle traduction, ça coupe le lien entre ce concept, politique et l'œuvre, d'où il provient. Alors, on nous vend ces objets sous le nom d'enceintes connectées, alors qu'on devrait plutôt les appeler des micros connectés. Et là, pour moi, on est justement en plein dans la novlangue. Le choix des mots nous empêche de penser la fonction principale de l'objet. 1, enregistrer en permanence les sons environnants. 2, les envoyer sur les ordinateurs situés bien loin. 3, ordinateurs qui analyseront des sons avec un logiciel de reconnaissance vocale. Et 4, selon ce qui a été reconnu, ces ordinateurs commanderont un ou plusieurs autres ordinateurs qui, eux, peuvent être situés dans la même pièce que le micro ou alors, complètement ailleurs sur internet. Ce qui est troublant avec Minority Report, c'est que Spielberg, par souci de réalisme, il avait réuni un groupe d'une quinzaine de chercheurs, chercheuses de divers domaines pour l'aider à concevoir, l'univers du film. Alors elles ont bossé ensemble pendant 3 jours, afin d'imaginer ce que pourraient être les technologies de 2054. Et dans une interview, le réalisateur, il expliquait ses motivations ainsi, c'est moi qui traduis: «Je voulais que tous ces jouets deviennent réalité. Je veux avoir un mode de transport qui n'émet pas de toxines dans l'atmosphère et un journal qui se met à jour tout seul». Un journal qui se met à jour tout seul, hein. Est-ce que, il faut reparler du boulot de Winston dans 1984, qui était de réécrire les vieux journaux selon les envies du jour du gouvernement ou bien? Bon, OK, parlons plutôt d'Amazon. Ce libraire, hein, entre guillemets, qui permet donc à Jeff Bezos de s'enrichir de 3 700 $ par seconde et qui ne fait bien sûr, pas que dans la vente de livres. L'entreprise vend aussi des ordinateurs spécialisés dans la lecture de livres numérisés sous la marque, Kindle. Et alors en 2009,
des personnes qui avaient acheté une copie numérique du livre en 1984 ont vu le livre purement et simplement disparaître de leur Kindle du jour au lendemain. Amazon a considéré que l'éditeur qui avait mis en ligne le fichier l'avait fait sans obtenir les droits de diffusion et le libraire a donc, Amazon, à travers internet, commandé au Kindle de supprimer les fichiers contenant le livre. Alors, les acheteuses ont réagi par un procès qui a été clos à l'amiable et depuis, Amazon a dit qu'il ne le ferait plus. Mais bon, rien ne nous prouve que la fonction d'effacement à distance n'est pas toujours présente, dans le logiciel. Alors bon, voilà, ce qu'on retient d'une œuvre de science-fiction est différent d'une personne à l'autre, hein. Le travail de Winston, je ne sais pas si les gens d'Amazon l'avaient bien en tête. Mais j'ai l'impression que la plupart des lectrices de 1984, elles s'en souviennent, quoi. Pour l'anecdote, quand j'ai rendu visite à mes parents, pendant que je préparais la conférence pour les Utopiales, on a discuté de cette histoire de science-fiction comme, vecteur d'acceptabilité sociale. Bon, dans la discussion, à un moment, mon père, il m'a lancé: «Mais alors, avec Soleil Vert, c'est quoi qu'on est censé nous faire accepter?» Ah, bonne question. Ce qui est sûr, c'est qu'un des trucs qui m'a le plus marqué dans le film, ce n'est pas la fin, c'est une histoire de meubles. Alors, Soleil Vert, Silent Green, le titre original, c'est un film de 1973 qui raconte 2022, dans un New York surpeuplé où seules les élites ont accès à de l'eau propre et de la nourriture, issue du monde agricole. Les films montrent, que les élites ont également accès à autre chose, des meubles. Dans le monde de Silent Green, les appartements des riches sont pourvus de femmes, désignées comme furnitures, qui sont en fait les esclaves des locataires. C'est un élément narratif profondément misogyne et sexiste et on peut se dire que, c'est tellement gros que, forcément ça provoquera une réaction chez les spectatrices. Sauf que, bah, j'ai pu le constater dans la discussion avec mes parents, elles avaient complètement oublié cet aspect du film. Peut-être parce que le film ne pose pas réellement de critique sur cet état de fait. C'est un élément périphérique de l'univers et l'état des choses est strictement le même au début et à la fin. En fait, ce décor me semble donc, au contraire avoir pour effet de renforcer les stéréotypes de genre et de contribuer aux représentations, patriarcales du rôle des femmes. Quelque part, est-ce que cet extrême qui est montré dans le film a pas pour effet de rendre plus acceptables des formes moins évidentes de domination patriarcale, en l'occurrence? Ouais, tu gagnes moins à travail égal, mais regarde, tu devrais te considérer chanceuse de ne pas être, un meuble, pourrait maintenant nous répondre un Jean-Michel misogyne. Bon, alors voilà, c'était il y a quelques années maintenant, mais moi j'ai beaucoup appris sur, ces enjeux en regardant la série, de vidéos, Tropes Against Women réalisée par, donc Anita Sarkeesian de Feminist Frequency, dans laquelle elle explique notamment comment des œuvres qui peuvent paraître critiques peuvent en fait renforcer des stéréotypes. Et justement, en cherchant sur YouTube des images de Silent Green, je suis tombé sur une vidéo, qui compilait, toutes les séquences du film, où les femmes sont donc désignées sous le nom de meubles et c'était suivi de 10 bonnes minutes de monologues masculinistes d'un, homme qui, d'un ton parfaitement sérieux, donc répétait que le film montrait enfin les femmes à leur juste place. Là, lui, il a bien retenu cet aspect du film, aussi secondaire qu'il pouvait l'être, a priori. Alors dans les aspects secondaires de Minority Report, il y a la publicité ciblée, individualisée et hyper intrusive. Alors elle existe, tout au long du film comme élément de décor et ça donc, n'étonne pas spécialement les personnages. Sachant que pour la crédibilité de l'univers, le film utilise, entre guillemets, le film utilise des marques de notre époque. Ce qui permet surtout à ces marques de faire leur publicité dans le film et aussi plus subtilement de nous envoyer un message, c'est qu'elles existeront toujours en 2054. Alors depuis la sortie du film, nous, on a eu le temps de s'habituer, chaque fois qu'on utilise internet, à subir de la publicité pas vraiment moins intrusive. Et puis bon, tout ça, ça devient moins pénible avec un bloqueur de publicité dans son navigateur, mais pour l'instant, il n'existe pas de bloqueur, pour les piétons. Alors que la publicité ciblée, elle débarque, dans nos rues. Bah, ouais, ouais, tout pareil que dans Minority Report. Donc une des entreprises que j'ai trouvé qui fait ça, c'est, Posterscope et donc elles se vantent d'installer des panneaux de pub, interactifs
capables, d'après leur promo, de reconnaître, via la caméra qui filme la rue, donc l'âge, le genre, l'expression, l'impact et bien qu'elles prétendent le faire de façon autonome, le système semble aussi capable de reconnaître une personne qui passerait une seconde fois devant la caméra. Quoi? Ça a l'air plutôt marrant, non? Bon, en vrai, dans Minority Report, la publicité ciblée, c'est pas tout à fait du décor. C'est un élément dramatique car à ce moment-là du film, Anderton, lui, il est en fuite. Alors des publicités ciblées qui le repèrent et l'appellent par son nom, c'est un peu beaucoup l'angoisse. Ouais, mais du coup, tu vois bien, c'est pas grave. Ce genre de pub, moi, je m'en fiche d'être repéré, j'ai rien à me reprocher, hein. Pourrait donc nous répondre un Jean-Michel, Droit-Chemin. Alors Jean-Michel Droit-Chemin, j'aurais envie de lui répondre qu'il a beau penser ce qu'il veut, c'est pas lui qui décide si l'État a des choses à lui reprocher, en fait. Au cœur de Minority Report, il y a cette idée du pre-crime, qu'il serait donc possible de prédire où et quand aura lieu un crime. Dans le film, ça se fait grâce à des êtres humains capables de voir l'avenir qu'on appelle les precogs. En cette année 2020, le paranormal est un peu moins à la mode. Par contre, on a bien des entreprises qui se vantent de pouvoir faire la même chose en utilisant des ordinateurs. Et il y a des forces de police pour acheter leurs services, du coup, convaincus que les ordinateurs pourront donc prévoir le crime. Et je suis convaincu que la mythologie qui entoure toutes ces histoires, d'intelligence artificielle a largement été construit, par la science-fiction. Le terme d'intelligence artificielle, à la base, il désigne les maths qui veulent simuler des mécanismes d'apprentissage. Mais souvent dans la SF, c'est utilisé pour désigner toute autre chose, des entités autonomes qui seraient capables, certes d'entendre, mais qui auraient également des émotions, une volonté et une conscience. Et trop d'œuvres de science-fiction participent à normaliser cette idée, à nous habituer que oui, bientôt, on pourra dire que les ordinateurs pensent, ressentent et veulent. On dit déjà trop souvent des choses comme: «Oh, mon téléphone, il est pas content là». Pourtant, l'ordinateur, c'est une machine, purement déterministe. Une fois programmé, un ordinateur, il exécute ses calculs toujours de la même manière. Ce qu'on voit d'ailleurs le plus souvent désigné sous le nom, d'intelligence artificielle, c'est en fait des algorithmes apprenants. Sauf que ce nom-là aussi, en fait, il est trompeur. Parce que ces algorithmes, ils permettent pas aux ordinateurs d'acquérir de nouveaux savoir-faire. Ce qu'ils font, c'est plutôt de réaliser un classement des données qu'on leur soumet en fonction d'un corpus de données, fourni au préalable. J'aurais beau lui fournir toujours plus de mails, mon anti-spam, il m'inventera jamais une nouvelle catégorie newsletter, en fait. Alors, le choix des critères et des données est donc particulièrement déterminant et voilà, ces dispositifs ont tendance à amplifier les discriminations. Les données de départ reflètent souvent la situation sociale des créateurs et des créatrices. Des créateurs, parce que la plus souvent, c'est une majorité d'hommes cisgenres blancs vivant en Californie, dans l'état du monde. Et donc pour en revenir à ces soi-disant, prédictions policières, bah, tout laisse à penser que les vols de voitures seront bien répertoriés, mais les logements laissés insalubres par leurs propriétaires, on peut en douter, quoi. Un des meilleurs ouvrages, sur la question, c'est Weapons of Mass Destruction de Casey O'Neill, dont la traduction française est parue en 2018 aux éditions, Les Arènes. Bon, ce qui est pratique avec leurs histoires de pre-crime, c'est que ça évite aussi de réfléchir aux conditions sociales qui fabriquent, la criminalité. Surtout quand ces ces intelligences artificielles servent en fait de paravent à des décisions qui sont prises, hein, par bien des humains, et qui produisent, de la précarité et de la misère. Parce que bon, dans Minority Report, c'est pas la misère pour tout le monde, hein. En tout cas, le film, il présente, un monde consumériste, rempli de magasins et d'objets manufacturés. Mais alors on peut légitimement se demander, ces objets, ils viennent d'où? Ils sont fabriqués comment? Dans le film, on peut voir qu'il y a des terrains qui sont restés, peu artificialisés, mais pour autant, on n'apprend quasiment rien sur, les processus d'extraction, de recyclage ou de production. Alors vu qu'il y a des voitures, autonomes, est-ce qu'il y a des camions autonomes partout sur les routes pour transporter des marchandises? En tout cas, on peut trouver quelques réponses dans une scène qui se passe justement dans une usine de voitures. Mais et c'est curieux, à part Anderton et ses poursuivants, elle est absolument vide de toute présence humaine.
Pourtant, selon l'INSEE, en 2017, en France, on a encore entre 5 et 6 millions d'ouvrières et d'ouvriers. Et puis bon, la pandémie, nous l'a d'ailleurs un peu rappelé, hein. Mais pandémie ou pas, pendant ce temps-là, elles sont toujours, invisibles dans les médias et comme dans Minority Report, quoi. Sauf que, toutes ces technologies de science-fiction qui sont plus vraiment de la science-fiction, bah, faut bien des matières premières et du travail pour les fabriquer. En 2015, Célia Isoard, elle avait coordonné et participé à la traduction du livre «La machine est ton seigneur et ton maître», qui raconte de l'intérieur le quotidien de travail heureuse de Foxconn, qui est une énorme entreprise, basée en Chine, mais dont la plupart d'entre nous, ben, profitent de l'activité, vu que la plupart des téléphones tactiles, disponibles sur le marché, ils ont au moins en partie été fabriqués, dans une usine de Foxconn, quoi. Alors le livre est glaçant, hein, je recommande vraiment la lecture. Et il raconte entre autres le parcours de ces émigrés des campagnes, chinoises qui se retrouvent à vivre quasiment sur le site de l'usine et puis qu'on déplace constamment d'un dortoir à un autre. L'entreprise les empêchant ainsi, voilà, d'établir des liens affectifs et bien sûr de la solidarité, quoi. Des travailleuses qu'on met de plus en plus souvent en compétition avec des robots et ça, c'est une compétition qui est truquée parce que l'adversaire, il a jamais besoin de reprendre, de repos si c'est un robot et c'est quand même une compétition bien utile pour, tout exiger des humaines et des humains, maintenus comme ça dans la précarité et la dépendance économique. En fait, beaucoup d'œuvres de science-fiction, elles s'interrogent sur, comment l'existence d'une technologie, elle change le monde. Mais elles sont quand même moins nombreuses, qui questionnent les conditions d'existence d'une technologie. Pour autant, c'est essentiel, en fait, si on veut avoir le tableau au complet. Pour qu'une technologie, elle existe, il faut une organisation sociale capable de la produire et ces ordinateurs, bien pratiques qu'on balade dans nos poches, bah, ils existent parce que des gens ont des vies horribles chez Foxconn et qu'on accepte aussi que ce sera, aux enfants, de nos enfants, de nos enfants, de se débrouiller, pour vivre dans un environnement, pollué et hostile. Ouais, je bois un coup. Bon, en vrai, j'aurais dû dire, aux enfants de nos enfants, 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 de nos enfants et les 795 générations suivantes et celles et ceux-là, en fait, ils auront encore la moitié du stock de plutonium-239 sur les bras. Alors j'en viens à parler du nucléaire parce qu'en fait, l'ANDRA, l'Agence nationale de gestion des déchets radioactifs, elle s'était invitée aux Utopiales, l'année dernière avec un concours d'écriture. Alors l'affiche, c'était bien curieux et bizarre. En tout cas, on est plusieurs à l'avoir lu comme nous disant que, une fois qu'on aura enfoui les déchets nucléaires dans des grottes, il faudra, des flics, pour tirer dans le dos de meufs en sweat à capuche qui voudraient mettre la main dessus. Ouais, bon, heu, non, bon, c'est un enjeu qui est crucial, hein, ces histoires de déchets, mais en fait, un atelier sponsorisé par le Commissariat à l'énergie atomique ou l'ANDRA, à quoi pourrait-il servir d'autre qu'à légitimer, à nous faire accepter, la suite des projets des nucléocrates? Ceux-là même qui ont décidé que les déchets seraient immédiatement, nos déchets, comme le dit si bien l'affiche. Et je dis nucléocrates, parce qu'en fait, ils ont décidé seuls d'inscrire dans le, futur de l'humanité les conséquences du nucléaire et ça, c'est pour chacune et chacun d'entre nous, quoi et les générations à venir. Minority Report, la nouvelle de Philippe Cadic, c'est une réflexion sur le libre arbitre, la fin, les moyens, l'étendue des pouvoirs de la police et de l'armée et voilà, cette adaptation cinématographique, on peut dire qu'elle trahit la nouvelle, en fait. Le film, il rend en grande partie, cool un projet de société qui est juste horrible, en y montrant, toute une collection de gadgets, bien séduisants et il y a une ironie parfaitement cynique, en fait, à transformer une histoire sur le libre arbitre en, plateforme publicitaire, pour une dizaine de marques et ce qui a rapporté, 25 millions de dollars du budget du film a priori. Et voilà, pendant les Utopiales l'année dernière, on n'a pas vu beaucoup de réactions, hein, face à ce concours de l'ANDRA. Alors voilà, je me demande, heu, est-ce qu'on aurait fini par, s'habituer à ce que la science-fiction, elle soit dévoyée pour nous faire, pour nous habituer au pire? Ouais.
Bon, en vrai, si je suis aussi dur, c'est parce que ça me touche beaucoup de voir ça, heu, ce truc de science-fiction dévoyé, en fait, parce qu'il faut que je vous avoue un truc, hein, moi, j'ai jamais lu Marx, en vrai. Une bonne partie de ma formation politique, j'ai l'impression de la devoir à mes lectures de science-fiction. Aux œuvres de George Orwell, d'Ursula Le Guin, d'Aldous Huxley, de Lois Lowry, d'Isaac Asimov, de Christiane Rochefort, d'Elisabeth von Harbour, ou encore de Luc Plamondon et de Michel Berger. Bah, si, hein, Starmania, l'opéra rock, en fait, c'est de la science-fiction. Et puis Minot, voilà, il y avait aussi les longues après-midi avec des jeux comme Civilization, Dune ou Loom. Et c'est dans toutes ces œuvres de l'imaginaire, voilà, elles m'ont forcé à rencontrer des mondes différents, à m'imaginer aussi les habiter, et ça m'a permis de me demander ça, ben, qu'est-ce qui me faisait envie en fait? Il me semblait être juste, où est-ce que ça pouvait se trouver l'égalité? Comment articuler liberté individuelle et collective? Et Geoffroy de Laganerie, il m'a récemment fourni une explication de pourquoi j'attachais autant d'importance à l'analyse politique, d'œuvres de culture populaire. En fait, il dit que le cerveau des personnes dans des positions de pouvoir, il a été formé, il y a 20 ans. Et notre enjeu pour que le monde change, et ben, c'est aussi de préparer les modes de pensée de celles et ceux qui seront au pouvoir dans 20 ans. Et les livres, films, séries, podcasts et jeux vidéo, et ben, ils sont là et ils diffusent des visions du monde, bien plus massives que pourra jamais le faire un essai politique. Bref, moi, quand j'ai lu Le Dépossédé d'Ursula Le Guin à 20 ans, c'est comme si j'avais enfin trouvé ce que j'avais cherché toute mon adolescence en lisant de la science-fiction. J'ai beau n'avoir lu ni Marx ni Kropotkin, et ben, j'ai l'impression d'avoir compris, beaucoup de la pensée de ce dernier en parcourant avec Thirin, Tagver, Chévec, les terres d'Anarès, en m'imaginant y vivre avec, Yael, à partager, les joies et les difficultés du quotidien. Parce qu'en définitive, c'est dans le quotidien que se matérialisent les plus abstraits des concepts, politiques, et c'est la force de la fiction que de nous emmener visiter d'autres réalités par le biais des personnages qui les vivent, au jour le jour. Et dans cette époque curieuse où des ordinateurs choisissent, plus souvent que nous les informations qui nous parviennent, notre appréhension du quotidien, elle est donc de moins en moins collective. Nous recevons des informations de plus en plus individualisées, qui nous isolent les unes des autres dans des perceptions du monde, parfois parfaitement incompatibles. Alors dans ce contexte, eh ben, Célia Isoard, qui est bien plus impliquée que moi dans des mobilisations, elle m'expliquait l'importance, de pouvoir convoquer des récits de fiction. Quand on lutte contre l'extension de la biométrie, des projets de vidéosurveillance ou de police prédictive, et ben, avoir la possibilité de mobiliser des œuvres de fiction pour illustrer, les enjeux, c'est assez précieux. Et je suis assez convaincu qu'il ne peut pas y avoir de démocratie sans, une réalité commune. Et quelque part, ça paraît contre-intuitif de recréer une réalité commune par des œuvres de fiction, mais peut-être c'est entre autres par des récits, qu'on arrive à trouver un référentiel partagé autour duquel ça voilà, il redevient possible de discuter. Et nombreuses sont les œuvres de science-fiction donc à nous répéter que ça ira de pire en pire. Et on s'habitue à cette idée, d'un avenir toujours plus sombre. Mais quand même, il semble que le rôle d'avertissement, il existe et parfois c'est le but et qu'il fonctionne toujours, au moins en partie. Sous la vidéo de Boston Dynamics qu'on a vue tout à l'heure, nombreux sont les commentaires qui font référence à Terminator. Donc Terminator, un monde où un système informatisé de défense mis en réseau est capable de contrôler des robots à l'apparence humaine, décide de se débarrasser de l'humanité avec des armes nucléaires. Sauf que si, en voyant la vidéo de Boston Dynamics, on est nombreuses et nombreux à penser à Terminator, qu'on est nombreuses, et nombreux à faire le lien avec la fin de l'humanité, pourquoi est-ce que la vidéo que je vous ai montrée tout à l'heure et les recherches de Boston Dynamics, ça fait pas plus de bruit? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas tous les jours des manifs à, Waltham, Massachusetts, devant les bureaux de Boston Dynamics? Et voilà, le premier film Terminator, qui est sorti en 1984, décidément, c'était l'histoire d'humains qui entraient en résistance. Et Kyle Reese et Sarah Connor se battaient seuls contre le Terminator avec, des voitures volées et des bombes artisanales. Alors, peut-être qu'en plus d'inventer sans cesse comment de nouveaux dispositifs techniques pourraient nous pourrir la vie, et ben, la science-fiction, elle pourrait nous aider à penser les outils, pour mieux résister. Alors heureusement, on a déjà quelques exemples et pour en donner un,
Hem, dans le roman, Little Brother de Cory Doctorow qui est paru en 2008, lui, il parle d'un système d'exploitation baptisé, Paranoid Linux. J'avais une préférence pour Paranoid Xbox, une version de Paranoid Linux. Ce dernier s'adresse à un utilisateur persécuté par son gouvernement. À l'origine, il a été conçu pour les dissidents chinois et syriens et il vise avant tout à masquer ses communications et ses documents. Et donc parce que là aussi, la réalité peut parfois rejoindre la fiction, le système d'exploitation Tails, que l'on installe sur une clé USB et qui fonctionne sur quasiment, tous les ordinateurs, il permet d'obtenir un environnement de travail qui garantit le minimum de traces, à la fois sur l'ordinateur et sur internet. C'est le système qui a utilisé le lanceur, d'alerte Edward Snowden pour, exposer les capacités des outils de surveillance électronique développés par la NSA et d'autres agences de renseignement. C'est Tails qui lui a entre autres, qui lui a permis d'échapper à ces mêmes outils de surveillance, le temps de préparer les documents à transmettre aux journalistes et de communiquer ensuite, avec elle. Et d'ailleurs, dans le documentaire Citizen4 de Lara Poitras, il y a quelques images où on peut reconnaître la couleur bleue du fond d'écran et puis le look, de la ligne de commande. Et donc 1 an après, ce qu'on a appelé les révélations Snowden, Cory Doctorow, donc l'auteur de Little Brother, il a lui-même reconnu que Tails, dont la première version est pourtant sortie après le roman, ressemblait tout à fait au Paranoid Linux de sa fiction. Alors un des objectifs, d'une conférence gesticulée, eh ben, c'est de se redonner du pouvoir d'agir face, entre autres, à des situations d'injustice sociale. Et souvent, après les représentations, d'informatique ou liberté, je voyais 1 ou 2 personnes venir me voir pour me dire qu'elles utilisaient, Tails, ou encore qu'elles faisaient tout avec des logiciels libres. Et alors utiliser des outils numériques libres, c'est super, hein, clairement, en fait, je préférais qu'on utilise faire ce live en utilisant Peertube, plutôt qu'utiliser Twitch et de participer à augmenter la fortune de Jeff Bezos. Mais au fond, ce que j'avais envie de transmettre avec la conférence gesticulée, c'est qu'il me semble que face à des enjeux collectifs, bah, l'échelle individuelle ne suffit pas et qu'il faut donc trouver des réponses, collectives. Parce que c'est un peu comme cultiver son potager. C'est chouette d'avoir un potager, d'avoir de bons légumes pour ses casseroles ou celles des copains copines et puis c'est le savoir-faire qu'il est important de collecter et de transmettre. Mais qu'on cultive son potager, bah, Monsanto, il s'en tape. En fait, cultiver son potager, ça n'empêche en rien les plans de Monsanto de privatisation de vivant, de pollution massive et d'attaque contre la souveraineté alimentaire pour faire toujours plus de profit. Et en fait, utiliser Linux ou les outils de Framasoft, c'est très bien. Mais pendant ce temps-là, ben, Facebook contrôle les informations et les échanges de, on est arrivé à 2,7 milliards de personnes maintenant. C'est les communications de plus de 2 milliards de personnes contrôlées par une seule entreprise. Alors, c'est beaucoup moins visuel, mais c'est au moins aussi flippant que les robots de Boston Dynamics, en fait. Hem, le hashtag à la mode, c'est cyberpunk is now. Et en fait, le cyberpunk, ça a jamais été conçu comme un horizon, enviable, en fait. Que le cyberpunk, ce soit devenu notre présent, c'est pas normal et ça doit pas devenir normal. Et bah, ouais, le monde a beau être stone, en fait, on va pas s'allonger sur l'asphalte et se laisser mourir, quoi. Mais retrouver du pouvoir, ça passera forcément par des luttes collectives. Sauf que c'est dur de retrouver l'élan. Heu, on a tellement peu de représentations de lutte et puis on est loin de l'époque de ce qu'on a appelé, les grandes grèves et voilà, on manque tellement d'imaginaire commun. Si 120 battements par minute, m'a fait, aussi du bien, c'est qu'il montre à quoi pouvaient ressembler les actions d'Act Up Paris contre l'épidémie du VIH, le quotidien militant jusqu'aux AG, hebdomadaires. Et je me dis: «Voilà, on a vraiment besoin d'inspiration». Il y a tant d'autres luttes passées qui mériteraient d'être racontées. Et puis, en fait, quelque part, peu importe le réel, parce que les fictions, elles ont pas besoin d'attendre pour, nous en conter davantage. Elles pourraient diffuser des représentations de comment on s'organise, des difficultés et des joies, de la complexité de fabriquer des stratégies, de comment chacune peut y trouver, sa place et puis même quand on n'est pas en état de prouesse physique, de comment on organise aussi dans les luttes, la bouffe, le soutien contre la répression et puis sans rire, bah, les chiottes. Et au-delà de ce manque de représentation, de lutte et ben, on manque aussi de perspective politique.
Dit autrement, ça ressemblerait à quoi, une fois qu'on aura gagné, quoi? En fait, c'est pour s'essayer à cet exercice qu'on a commencé à se retrouver en 2011 avec, 2 amis, So et Aude, en partant de l'hypothèse que donc les révoltes qui avaient lieu à ce moment-là, en 2011, et que les médias ont fini par appeler le printemps arabe, et ben, ça gagnait en intensité et que ça se répandait partout sur la planète. Et on a voulu imaginer ce que ce serait le quotidien, 10 ans plus tard, une fois que, ce se serait, stabilisé. On a voulu imaginer un monde où nous aurions envie, d'habiter, un monde où nous aurions toutes, des vies dignes, d'être vécues. Et alors on s'est retrouvés, quelques week-ends par an pendant 7 ans. Et au fil de ces séances d'écriture collective, ça a fini par donner les 7 nouvelles et la postface du livre, Bâtir aussi, signé donc des Ateliers de l'Antémonde et qui est sorti en mai 2018 aux éditions, Cambourakis. Et si on s'est lancé là-dedans, c'est aussi que, on en avait marre d'être confronté en permanence à des livres, des séries, des films, qui nous racontent toutes les variantes possibles de la fin du monde. Et on a un rapport plus souvent passif, en fait, avec, toutes ces œuvres et bah, voilà, qu'elles nous racontent, l'arrivée d'un astéroïde géant ou, plus simplement la généralisation, pour tous les humains d'une puce, sous-cutanée permettant à la fois l'identification et le paiement. Hem Et cette passivité, et ben, en fait, on en prend, l'habitude. Entre les chaînes d'infos continues et Twitter, ce flux infini de mauvaises nouvelles, quelque part, il nous submerge. Le pire, nous paraît inéluctable parce que, voilà, nous nous sommes condamnés à le voir sans à l on s'est condamnés à le voir se dérouler devant nous sans jamais intervenir, en fait. Et alors que pourtant, la mise en réseau des opprimés à large échelle, qui s'est accélérée avec le développement d'internet, et ben, elle a fait et elle fait, bouger les lignes. Hem, Elle permet le renouveau des points de vue, la multiplication des contre-analyses, les pratiques de formation, d'auto-organisation, de transmission de pair à pair et voilà, ça fait bouger le quotidien. Reste à voir, la diffusion, éclair, ou en tout cas, comment ça s'est répandu du concept de charge mentale, l'éducation au consentement, voilà, cette campagne, contre les féminicides qui s'arrêtent pas ou la documentation du racisme systémique et de ses conséquences quotidiennes et tout en donnant aussi, à voir, voilà, des mises en lien qui ont donné des choses plus spectaculaires, quoi. L'année dernière, il y a eu, des révoltes, au Liban, au Chili, à Hong Kong, le mouvement, Black Lives Matter qui ne s'arrête pas ou, ce qu'on a eu ici, avec les gilets jaunes. En fait, j'ai grandi en entendant que le capitalisme, c'était, la seule perspective possible et aujourd'hui, je suis surpris, en fait, de voir, tant de critiques à son encontre et tant de personnes avoir envie, d'autres futurs. En fait, le futur de Minority Report, il me fait pas du tout envie et du coup, je me demande, en fait, ce que ça impliquera d'en construire un autre, quoi. Est-ce qu'il faudra, démanteler, tous les systèmes informatiques? Ou peut-être qu'on va arriver à se débarrasser du capitalisme et qu'on pourra décider d'usages, à des échelles plus locales? Peut-être aurions-nous intérêt à garder un réseau de communication électronique global, mais qui fonctionnerait que quelques heures par jour quand les vents seraient, favorables? En fait, là-dedans, il y a cet enjeu, quoi, qu'aucune technologie, en vrai, elle est inéluctable. Le discours qui veut nous faire penser le contraire, je pense qu'il est à déconstruire, que ce soit dans la bouche des premiers ministres, dans nos livres, films ou jeux vidéo préférés. Et oui, Civilization, je pense à ton terrible arbre de découverte en disant ça, en fait. Parce qu'il y a pas une seule trajectoire technologique et on peut pas laisser le profit définir pour nous ce que veut dire, progrès. C'est essentiel de renouveler notre rapport aux questions techniques. C'était ça l'autre moteur de l'écriture de Bâtir aussi. En fait, si on se débarrassait du capitalisme et des États, quelles conséquences cela aurait sur, notre quotidien? Que va-t-on faire des technologies et des savoirs que nous aurions, que nous aurait laissé le monde d'avant? Quelle technologie développerait un monde qui ne serait pas fondé quelle technologie serait développée par un monde qui ne serait pas fondé sur l'exploitation et la domination? Et puis, comment est-ce qu'on s'organise pour, continuer à avoir des lave-linges, en fait? Bon, on a tenté d'apporter des morceaux de réponse, dans les nouvelles,
mais on s'est surtout dit que c'était des questions trop importantes pour y répondre, à nous seuls. Et cette pratique qu'on a eue pendant cette année de se projeter dans des futurs, désirables et d'en imaginer le quotidien, ça nous a donné du souffle et de l'énergie à nous aussi pour, poursuivre nos luttes. En fait, ça nous a fait tellement de bien qu'on s'est dit qu'on ne pouvait pas garder ça pour nous. Alors on a réfléchi à une forme d'atelier d'imaginaire où pendant, 2h30 à 4 heures, on élabore ensemble par des discussions en fait, des futurs désirables. 2 ans plus tard, on en a déjà animé près d'une centaine, où se sont retrouvés, chaque fois entre 50 à non pardon, entre 5 à 70 personnes. Et face à un présent angoissant et un futur, et un horizon nourri, par l'avalanche de dystopie, en fait, bah, on a le sentiment d'avoir, redonné à plus de 1 400 personnes un peu d'espoir. Ça fait du monde quand on met, bout à bout. En mai 2022, on a publié sur le site des ateliers de l'Antémonde un texte, intitulé «Manufacture les utopies», comme, une tentative de bilan. On y raconte un peu le déroulement, l'ambiance et ce que nous avons retenu de ces labos-fiction. D'événement en événement, on a pu voir que le jeu d'imaginaire qu'on a mis au point, il porte en lui une certaine puissance et qui nous permet de retrouver une position, active vis-à-vis du futur. Et du coup, le jeu vidéo aussi, bah, il a ce truc quoi, de nous rendre actifs face à une histoire. Et face au futur sombre, je me dis qu'il pourrait, nous préparer à agir. À agir parce qu'on aurait des modèles en tête, à agir en le faisant ensemble, à agir mieux parce qu'on aurait pu expérimenter à travers, ces simulations numériques qui nous aspirent, si souvent. Alors j'ai passé bien trop d'heures ces derniers temps à jouer à Céleste et face à cette impression qui s'empare, trop souvent de moi, de n'être vraiment plus qu'un poids, de tout rater et de vraiment pas voir quoi faire face à la montée du fascisme et ben, c'est un espace qui me fait du bien. Parce qu'essayer encore et encore et encore de traverser les obstacles qui sont sur la route de Madeleine et puis, finir par y arriver et ben, là-dedans, j'y trouve un peu de répit. Et voilà, savoir appuyer sur les bons boutons au bon moment pour faire naviguer quelques pixels dans un labyrinthe en 2 dimensions, je suis pas sûr que ça participe vraiment à améliorer, mes capacités d'empathie, ou d'organisation collective. Bon, peut-être que le jeu, il participe quand même à l'avènement d'une certaine, culture de l'erreur, ce qui nous dit explicitement que nous devons être fiers de nos essais infructueux. C'est comme ça qu'on apprend. Ah bon, si seulement les politiciens, ils pouvaient en prendre de la graine. Mais on peut pas dire que, voilà, ça Céleste aide à l'aplatissement des structures hiérarchiques et à pratiquer des rapports humains, sortis des échelles de valeurs capitalistes, quoi. Alors je me demande, est-ce qu'il y a, d'autres jeux vidéo, qui pourraient y participer davantage ou est-ce que, ben, ils constitueraient, tout autant des échappatoires? Bon, quoi qu'il en soit, moi, j'ai besoin d'espoir. J'ai besoin qu'on me raconte des luttes qui nous redonneraient, nos libertés et changeraient, les rapports de production. Des luttes qui remettraient l'informatique à sa juste place. J'ai besoin qu'on me raconte comment on va bricoler les puces pour éviter d'en fabriquer de nouvelles. J'ai besoin qu'on me raconte comment on va s'organiser pour diminuer, nos besoins en énergie. J'ai besoin qu'on me raconte comment on va reprendre le contrôle sur les machines. J'ai besoin qu'on me raconte comment on va empêcher l'arrivée du fait d'un fascisme, outillé par le capitalisme de surveillance. Et puis en fait, j'ai même pas c'est pas seulement, le besoin qu'on me raconte tout ça, j'ai besoin qu'on me remette en situation d'agir, en fait. J'ai besoin de pouvoir jouer, de participer, d'expérimenter, des constructions communes. Et alors voilà, en disant tout ça, je m'adresse à certes à toutes les autrices et à tous les auteurs, mais plus généralement, aussi à toutes celles et ceux qui fabriquent des mondes imaginaires, quels que soient, les médias. Et puis, je pense en fait que ça concerne bien, chacune et chacun d'entre nous. On est toutes et tous légitimes pour imaginer des avenirs, dignes d'être vécus. J'ai besoin qu'ensemble, on reprenne l'avenir aux think tanks de la Silicon Valley, aux studios, triple A de développement de jeux vidéo et leur prédilection pour des simulations de conflits armés. Qu'ensemble, on invente des futurs qui prennent soin des humains et du monde. J'ai besoin de futurs qui me donnent envie de continuer à vivre. Voilà, merci.
Waouh. Waouh, waouh, waouh. Merci à toi, ouais. C'était hyper intéressant et hyper Ouais. intense. C'est fou.